c'est tout à fait impressionnant de voir comme il y a une complémentarité ergonomique, n'est-ce pas? Et chacun trouve son attitude, si vous voulez. Il y en a peut-être qui feront ça, d'autres qui feront ça. Mais on peut imaginer cette attitude-là, et c'est une attitude tout de même très, très courante. Alors, ça m'amuse de la traiter de façon à passer de la main au visage. Et puis, c'est un des jeux. Nous sommes à 10 cours avant la fin. Vous savez sans doute que, du fait des archives vidéo qui sont faites, comme elles n'ont pas été réalisées au début de l'année, je ferai à peu près 6 cours après la fin de l'année, si ça vous amuse. 6 cours qui reprendront les 10 cours du début. Voilà. Sinon, je suis à 10 cours avant la fin. Hein? Donc, on va essayer de s'amuser. C'est très risqué, mais et à la fin, ordinairement, je fais 2 ou 3 choses comme ça, assez complexes. Bon, alors je vous propose de commencer par installer vraiment l'axe, quoi, qui est le cubitus. Mes montages, là, mes très beaux montages anciens sont gauche, or c'est un bras droit. Hein. Donc, vous voyez, on va installer le cubitus comme ceci et le radius comme cela. D'accord? Donc, la crête cubitale, sa grande concavité pour les fléchisseurs, puis sa très légère contre-convexité. Donc, l'humérus va s'en aller par là, l'autre redescendra par ici, il me faut de la place pour la main. Voilà. Donc, je pense qu'il est sage. Il faut le crâne là. Donc, il est sage, me semble-t-il, d'installer le cubitus ici, avec donc la convexité du haut, la concavité du bas, de mettre la petite styloïde. Voilà. Voilà donc le cubitus. On retire ceci. Le radius qui descend plus bas, donc qui monte plus haut, ici, 3. Vous trouvez ça peut-être un peu abstrait, mais ça va s'arranger. L'empreinte du biceps est ici. Je vais tout de même être sympa, je vais vous mettre un numérus assez vite. Voilà. Mais c'est amusant tout de même que vous ayez... Oui, c'est pas si bête que vous ayez... comme étude de départ, n'est-ce pas? Le croisement des 2 os du coude. Voilà. Ah, peut-être que vous lisez mal et que j'aurais dû faire le radius en... le cubitus peut-être avec un peu de blanc pour qu'il vienne en avant. Voilà la crête cubitale. Voilà le cubitus. Je vais vous marquer au fusain. Je vais vous marquer au fusain la limite avec le radius. Voilà. Voilà. Et le radius est ici, n'est-ce pas, en arrière. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous le remontrer peut-être. Tubérosité bicipitale, cupule radiale et l'apophyse styloïde en bas. Alors, peut-être préférez-vous que je vous fasse une vue de départ comme ça. Ça sera peut-être plus commode pour vous. Voilà, alors si vous voulez ici, je vous explique. Si mon bras est pendant, comme ceci, n'est-ce pas? Si mon bras est pendant, voilà. Donc, j'ai le cubitus avec sa grande concavité, n'est-ce pas, pour, voilà, pour
là, c'est une vue antérieure, hein, vous êtes d'accord? Comme ceci. Donc, et alors, il est pris dans les Patroclés. Voilà, le condyle, etc. Là, vous avez le radius, ça vous savez, empreinte bicipitale, hop, hop, hop. Hein? Bien. Dans un deuxième temps, vous croisez les deux os. Hein? Donc, vous faites passer le radius, la cupule reste au même endroit, la tubérosité bicipitale vient là, et vous faites passer votre radius ici. On y est? Voilà. Donc, vous étiez comme ceci, et vous passez comme cela, et vous passez comme ceci. N'est-ce pas? Et je vous propose de fléchir comme ça. On y est? Donc, ce qu'on vient de faire là, je le renverse. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai mon numérus ici, n'est-ce pas? Je suis peut-être allé trop vite. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti un silence un peu inquiétant. Alors, donc, mon numérus qui descend, ou j'aurais pu le mettre peut-être par rapport au dessin, j'aurais pu le mettre dans ce sens-là. Vous voyez, je cherche vraiment devant vous en vous expliquant, quoi, tout bêtement. Voilà, c'est-à-dire avec une obliquité qui est celle-là. Il faudra que je vous en parle tout à l'heure. Voilà. Donc, mon numérus, comme ceci. Voilà. Ça va aller, ça? J'en sais rien. Voilà, mon numérus en raccourci. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et là-dessus, ben, je peux faire ça si vous voulez. Si le cubitus était pendant comme là-haut, n'est-ce pas? Il partirait comme ceci. Voilà. Bon, et puis le radius, alors là tout de suite je le fais pivoter, le radius serait là, cupule, tubérosité bicipitale, et il passerait devant, etc. Dans un troisième temps, c'est ce qui va arriver ici. Alors, mon radius est devant la cupule radiale, je place mon numérus comme ceci, tel qu'il est là. Je vais vous le montrer si vous voulez. J'ai peut-être eu tort de ne pas vous dessiner l'humérus avant. Voilà. Et mon numérus file, qui est un peu large, file comme ceci, en raccourci ici, et hop, et hop, et hop, et hop. Il vous paraît très court, c'est simplement parce qu'il fuit. Ce que je me fais comprendre, il fuit comme ça. D'accord? Donc il est relativement tassé, et le voilà. Voilà. Donc, vous avez la cupule ici. C'était en vert. Ben, si vous voulez, je peux vous le mettre en vert. Comme ça. Voilà. Et mon radius qui apparaît là. Si vous voulez, je peux... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ma tête s'est effacée. La tête du cubitus s'est effacée. J'ai des problèmes. La tête du cubitus s'est effacée. Mon radius devrait... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai plus lu mon dessin. Voilà. Voilà. Donc, mon radius... Oh là là. Mon radius est derrière mon cubitus, ayant pivoté autour. Il faudrait mieux que je vous montre.
Voilà, c'est tout simplement comme ça. D'accord? La base de mon radius est ici, ou le haut de mon radius, si je parle en position anatomique, et la base, la cupule, là, qu'est-ce que je raconte? J'ai le trac. La styloïde dans la partie basse, n'est-ce pas, est ici. Voilà. Là-dessus, je vais installer le poignet. Et mon poignet va se présenter en canal carpien, comme ceci. Si vous voulez, je le schématise comme cela. À ce moment-là, je place le pisiforme et l'os crochu. Le pisiforme et l'os crochu. Voilà. Ensuite, je place le tubercule du scaphoïde. Je pourrais m'amuser à placer le reste du carpe, mais ça ne va pas avoir... On ne va pas le voir. Donc, je mets... Voilà mon radius. Ici. Et mon tubercule du scaphoïde. Mon pisiforme, je peux même le mettre là. Mon pisiforme étant ici. Voilà. Et là, vous avez les fléchisseurs donc, qui passeraient. Ici, le pisiforme. Là, l'os crochu. Est-ce qu'il faut que je vous montre? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Pisiforme, os crochu, tubercule du scaphoïde. Pisiforme, os crochu, tubercule du scaphoïde. Est-ce que vous comprenez que j'ai voulu donner ici le canal carpien vu comme ceci? Est-ce que vous sentez, je vais aller voir pour l'humérus, est-ce que vous sentez que l'humérus est en fuite et que je m'amuse à partir dangereusement de la structure osseuse? L'humérus est peut-être un peu petit quand même. Est-ce que vous le voyez fuir en haut et en arrière, hein? C'est ça qui est important. Pour que vous sentiez en cette fin d'année qui vient cette folie qui consiste à partir de la structure osseuse comme une charpente, n'est-ce pas, dans une expression. Question? Ça, j'en ai pas trop tenu compte aujourd'hui. Voilà. Quand on est comme ceci, la direction globale de l'avant-bras est là. La crête du cubitus est là. Le radius est ici. Si je prends le montage équivalent, n'est-ce pas, et que je fasse pivoter mon radius, mon cubitus reste immobile, ce qui signifierait que l'ensemble de l'avant-bras s'oblique. Est-ce que je me fais comprendre? N'est-ce pas? Dans cette situation-là, tel que c'est monté là, et c'est très bien monté, on ne peut pas faire autre chose, n'est-ce pas? Le cubitus reste immobile, le radius pivote autour, donc l'ensemble de l'avant-bras devient oblique. Quand nous regardons sur nous, n'est-ce pas, il n'en est rien, l'avant-bras reste là où il est. On y est? Car, à l'inverse de ce qui se passe dans ce montage, il y a sur le vivant un tout petit jeu dans l'articulation du coude qui fait que le cubitus ne bouge apparemment pas, mais fait une toute petite translation en dehors pour que le radius venant en dedans, l'ensemble de l'avant-bras, par exemple s'il y a une poussée à exercer, soit au même endroit que
que l'endroit où il était précédemment. Si c'était vraiment ça, l'avant-bras prendra une obliquité. D'accord? Donc cette obliquité est compensée dans la gorge, là, avec des ligaments qui maintiennent, c'est très complexe, n'est-ce pas? Cette obliquité est compensée pour, si vous voulez, voilà, on part comme ceci, le cubitus fait ça, et ça fait ça. Mais là, j'ai dissocié, n'est-ce pas? Il faudrait que j'arrive, il faudrait même que j'ai deux os associés. Je ne sais pas si je les ai, puis je ne sais pas si je suis capable de faire ça, parce qu'il faut être maître de soi. Pas mal. Ça pourrait presque être la même personne. C'est gauche, ça. Hein? Donc, quand ça pivote, si vous voulez, c'est vraiment pas facile. Puis surtout qu'ils sont vieux, et c'était des vieillards, hein, c'est ça. Alors, quand ça pivote comme ceci, le cubitus ne reste pas immobile, il s'oblique un peu pour que l'avant-bras reste apparemment immobile. C'est bien plus clair là. Hein? Le cubitus est là, il va faire une toute petite obliquité pour que l'avant-bras reste au même endroit. Ça se voit ou pas? Tarek? Oui, je peux le refaire 50. Regardez là, le radius est là, hop, tout petit jeu comme ceci. Autre question? Ça se sent, hein? Ça se sent. Là, j'ai déjà tellement de problèmes que j'en parle pas trop. Une autre question? Mais c'était bien de m'en faire parler. Non? Bon. Alors, ça va pour le moment. Vous suivez, je crois. On va s'amuser. Enfin, moi, je m'amuse. J'espère que vous allez suivre. Si je cherche la cage, n'est-ce pas? Si cette femme, je la pense, maintenant que j'ai placé ce bras que je veux comme axe, comme ça, j'ai envie de penser sa cage pour pouvoir sortir l'autre bras. Hein, parce que le naturel, dans ces cas-là, si vous les regardez aux terrasses de café, entre autres, ce qui pour moi est un des plus beaux spectacles de l'univers, donc, je dois dire plus encore dans ma jeunesse, parce que ce n'était pas le jean avec les effets clairs, etc. Bon. De toute façon, il y avait des robes dans le biais, il y avait de quoi rêver. Bon. Et si vous voulez, la deuxième main, en général, n'est-ce pas, elle part pas. Hein, si elle commande quelque chose, elle va abandonner. Donc, la deuxième main se repose comme ça. Donc, il y a une cage entre les deux. Donc, on va partir de... C'est drôle, j'ai l'impression que je ne peux pas dessiner si la chaise n'est pas à sa place. Alors, donc, on va penser à l'acromion, si vous voulez, on va penser à la clavicule, n'est-ce pas? On sent que la première côte, ça, et là, c'est derrière ce poignet, mais c'est juste ici, voilà. Hein? Que la cage, le sternum va être ici, donc la cage thoracique va être quelque part par là. Elle est appuyée sur la table. La cage thoracique doit descendre derrière la table. C'est peut-être un peu large. On resserre. Voilà. Et on resserre encore, me semble-t-il. Voilà. Et donc, on sort la cage. Donc, ceci, avec le sternum là. N'est-ce pas? On va placer la clavicule, voilà, dont on ne voit pas l'arrivée, n'est-ce pas, sur le sternum. C'est une femme, donc il n'y a pas de déclive entre la clavicule et l'acromion, n'est-ce pas? Et on aura l'autre clavicule qui s'en ira quelque part par là, n'est-ce pas? Quelque part par là, le sternum ici, l'appendice exiphoïde là, d'accord? Je veux tout de même aller voir. Hein? Et on va pouvoir sortir beaucoup plus calmement, ça va nous reposer, le second bras qui est tout simplement en appui
sur la table. Ah, ma figure est un peu petite. Bon, mais tant pis. Donc, ici, vous souvenez-vous que je n'ai pas d'omoplate ce soir. Je vous prie de m'excuser. Donc, vous souvenez-vous que dans l'omoplate vue antérieure, il y a l'acromion comme ceci, la cavité glénoïde, n'est-ce pas? Et il y a la petite apophyse coracoïde, comme ça. Qu'on peut prendre, on l'a étudié, donc on peut prendre l'habitude de la mettre, n'est-ce pas? La tête de l'humérus est là. Et voilà. Donc, une petite apophyse coracoïde. Et puis là, n'allons pas trop loin, c'est en raccourci relatif. Plaçons la tête de l'humérus, l'autre humérus, n'est-ce pas? Et allons-nous-en. Allons-nous-en très simplement de 2/3 avec pas trop de raccourcis là. Voilà. Le V deltoïdien, je dis bien. Est-ce que ça vous revient, ces choses? Le V deltoïdien, je vais vous montrer si vous voulez. C'est un bon, ça, non? C'est un gauche qu'il me faut. Voilà. Le V deltoïdien, ici, n'est-ce pas? Et puis, la crête sus-épicondylienne. Voilà. Donc, mon premier humérus est ici, n'est-ce pas? Et le second apparaît là. On va l'orienter par rapport à l'avant-bras qu'on a envie de dessiner. C'est bête, ça me fera un petit dessin. Bon, mais tant pis. Donc, j'aurais dû partir plus grand avec le cubitus. Alors, ici, quel plan choisissons-nous? N'est-ce pas? Nous sommes comme ceci, n'est-ce pas? Ça fuit comme cela, et on va écrire là-dessus, en relatif raccourci, la trochlée, avec son asymétrie, la trochlée, le condyle et l'épicondyle. Voilà. Question. Ça va? Ça va? Vous suivez? C'est l'aventure? C'est simple, ça, non? On met un bras en dehors. Et on va, bien évidemment, dans la trochlée, placer... Ben non, en fait, je ne suis pas si petit que ça. Placer un cubitus en relatif raccourci. On va... D'ailleurs, on peut même... Il est comme ceci. On peut même le placer là, ça vaudra mieux. Voilà. Donc, il faudrait peut-être que je vous montre un cubitus là-dedans. Ça, c'est droit. J'ai tout ce qu'il faut, là. Regardez. Voilà. Donc, je place le cubitus. Allez. Et puis, je vais... Vous voyez, le cubitus est en dessous, là, ici. Puis, je vais tout de suite placer le radius... Placer le radius. Donc, j'accroche la cupule radiale, et hop, il faut que je vous montre absolument, hop, c'était vert, oui, il vaut mieux que je fasse en vert, je passe le radius au-dessus du cubitus. Voilà. Voilà. Donc, j'ai le cubitus en dessous.
ici, et le radius au-dessus pivotant. Voilà. Concavité, convexité. Donc, c'est dans ce sens-ci. Hop. Voilà. Regardons sur l'os. C'est un petit peu hésitant. Voilà. Voilà. N'est-ce pas? Hop. Et hop. N'est-ce pas? Vous avez le cubitus qui est là et le radius qui lui passe au-dessus. Ensuite, je vais aller voir ce que ça donne. Je vais peut-être tailler un peu au fusain là. Dans la trochlée. Voilà. Ici. Voilà. Passer le radius sur le cubitus. Peut-être vous mettre du verre autour de la cupule. Et voilà. Donc, non, je ne suis pas du tout trop petit. Donc, maintenant, je vais peut-être pouvoir m'amuser à mettre une main en avant. Ça a l'air d'aller. L'humérus est un peu gros à droite. Hein. Je suis descendu un peu bas. Voilà le cubitus. Voilà le radius. Hop, hop, hop. Bien. La main, je vais peut-être la laisser pour la fin parce que ça dépendra un peu du visage. Voilà le carpe avec son ovoïde carpien. On peut tout de même un tout petit peu esquisser. On reprendra avec le visage tout à l'heure. Donc, c'est une main qui s'en va comme ça. Donc, on aura les têtes de méta en raccourci comme ceci, le pouce par là. On risque d'avoir le pouce quelque part par ici, n'est-ce pas? Et puis, peut-être les doigts, on les méta qui iraient par ici, les phalanges, etc., quitte à placer le petit doigt comme ceci. C'est peut-être un peu petit, cette main, hein? Je ne vois pas du tout. Voilà, elle sera comme ça, on l'a un tout petit peu esquissée, quitte à l'agrandir tout à l'heure, hein, en raccourci. Oui, toute petite. Bon, mais c'est pas grave, on s'installe peu à peu. Je pense aussi que, vous voyez, on peut descendre, on va regarder, mais je crois qu'il y a une relative erreur. Si je regarde du côté gauche, oui, l'olecra n'est pas tellement bas par rapport à l'épitroclé. Donc je peux descendre. Je suis resté trop haut. Je peux descendre l'épitroclé ici. Voilà. Par rapport au coude, c'était un peu haut. Voilà. Question, remarque, contestation. J'aime beaucoup faire ça seul. Hein. Je peux essayer de le faire en amphi. Voilà. On la sent qui vient, hein, un petit peu. Elle a l'humérus un peu épais. Du côté raccourci, un petit peu trop quand même. Hein. Voilà. Alors, eh bien maintenant, on ne va pas tout de même vous faire l'ambinétro. On va aller vers le visage. D'accord ?
Donc, quand elle se tient de cette façon, elle pose son maxillaire, n'est-ce pas? C'est assez amusant parce qu'on a étudié l'éminence hypothénare, c'est-à-dire tout ça, là. Elle pose son maxillaire là et elle glisse son visage dans un axe transversal, n'est-ce pas? Voilà l'axe longitudinal de la main, et hop, elle pose là-dessus. Donc on va essayer de placer le crâne en tenant compte de cette disposition. Logiquement, s'il n'y avait pas cette main que je n'ai pas achevée, eh ben, on pourrait penser que le crâne, l'ovoïde crânien, est ici. Pourquoi est-ce que je m'amuse à faire ce passage de la main à la tête? Parce que Léonard de Vinci fait remarquer une chose que je trouve très belle, c'est que les dessinateurs en général voient surtout le visage et ne voient pas le crâne humain, n'est-ce pas? Il dit qu'avec des petits croquis de proportion, par exemple, comme ceci, que le crâne chez l'homme a une présence considérable. Il a remarqué lui-même qu'il y avait des brachycéphales, dolicocéphales, mésaticéphales, etc. Peu importe. Il y a un poids de l'encéphale considérable. Nous prenons un mésaticéphale. Ensuite, prenons un crâne féminin, n'est-ce pas, avec ses fosses orbitaires ovalaires. On ramène le front à la verticale, n'est-ce pas? Pas de nasion. Voilà. Pas d'angle du maxillaire. D'accord? Branche montante, branche horizontale, n'est-ce pas? Os de la joue, massif dentaire, voilà, etc., etc. On peut peut-être mettre les apophyses mastoïdes, n'est-ce pas? Donc, Léonard, pour bien nous faire comprendre que la face, n'est-ce pas, n'est pas la tête, que le visage n'est pas la tête, nous dit, mettez votre main devant votre tête. Si vous mettez la main devant la tête, c'est très simple, n'est-ce pas, que ce soit chez une femme, chez un homme, c'est évidemment en proportion, mais vous allez vous rendre compte que, n'est-ce pas, le petit doigt arrive à la hauteur du front, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la main humaine, n'est-ce pas? La main humaine est applicable très exactement sur la face. Il y a donc un rapport entre... Ma main est un peu une main de vieillarde. Voilà. Donc, il y a donc un rapport entre la main et la face. Donc, essayons de placer cette face, n'est-ce pas, par rapport à cette main. Montons la main, montons l'hypothénare. D'accord? Donc, on a... J'aimerais bien regarder le dessin que j'avais fait. On a l'élément méta, comme ceci, n'est-ce pas? Ensuite, donc, le méta qui est là. Ensuite, phalange, phalangine et phalangette. N'est-ce pas? Paradoxalement, c'est là-dessus qu'on va installer le crâne, la face et le crâne. Donc, je monte, sans dire, vous allez voir tout à l'heure dans une gravure de Rembrandt
la même idée, bien mieux réalisée évidemment, mais vous voyez l'idée de monter la main, 1, 2, 3, 4, l'idée de monter la main toute seule, n'est-ce pas, toute seule sur le côté, avec le seul élément du petit doigt là, ici, là. Hop, hop, et on monte. N'est-ce pas? Et c'est là-dessus, sur cette espèce de morceau de chandelier, qu'on va essayer d'installer le crâne en fonction de la cage qu'on a en dessous. C'est peut-être un peu long, cette main, mais enfin bon. Voilà. Alors, ce crâne, je ne sais pas, moi j'ai un petit peu envie de l'aborder un peu comme j'ai fait pour l'avant-bras tout à l'heure, plutôt plastiquement qu'anatomiquement. Hein? J'ai un peu envie de me dire, n'est-ce pas, le menton va se glisser là, mais surtout, je vois les fosses orbitaires, n'est-ce pas, les fosses nasales, la branche montante, l'os jugal, n'est-ce pas, le massif dentaire. Et vous voyez que je n'étais pas trop grand parce que je n'arrive même pas à loger le tout, n'est-ce pas? Et j'ai envie de glisser mon maxillaire, ce maxillaire un peu résorbé, là-dedans. Voilà, branche montante. Voilà. Donc, c'est une femme, donc les fosses orbitaires sont relativement douces. Si vous voulez, même on lui mettra des yeux tout à l'heure. Le nez, les fosses nasales sont ici, n'est-ce pas? Le massif dentaire est là. Ah, je disais qu'elle appuyait en dessous de son maxillaire, donc je suis parti beaucoup trop haut. C'est en fait ici que je suis beaucoup trop long. Oui, c'est vraiment une aventure. Voilà. N'est-ce pas? Et donc, j'ai le crâne vertical, ici. C'est pas évident, hein? Voilà. Et en fait, je le peins, ce truc, plus que je ne le dessine. Voilà. Voilà. Voilà mon maxillaire qui apparaît peu à peu. Voilà, c'est drôle, hein? J'ai plus tendance à peindre qu'à dessiner. Je fais vraiment comme si j'étais seul. Voilà. Et voilà qui vient peu à peu. Voilà. Appuyez. Appuyez sur cette main qu'on a montée pour qu'elle s'y appuie. Elle a une tête un peu cocasse, mais... Mais tous les crânes rient, hein, c'est ça qui est d'extraordinaire. Voilà. Donc,
Ça, c'est la branche horizontale. Vous allez avoir l'apophyse mastoïde qui sera là. Et ce que j'aimerais, c'est retrouver le rachis. Le rachis est là-bas derrière. Malheureusement, je ne peux pas le sortir là derrière la main. Yeah, le voilà qui apparaît ici. Coupé par la table. Voilà la cage. Pas trop coupée elle aussi. Voilà, c'est peut-être un peu... Alors ici, apophyse coracoïde, n'est-ce pas? Ici, l'omoplate. Là, l'autre élément de cage thoracique. Alors, allons voir un peu l'allure qu'elle a, cette dame. Quelle heure il est? Oh, ben, je suis allé trop vite. 6h moins 10. Est-ce que vous suivez un petit peu? Elle est très en hauteur, hein, elle est très marquise. D'accord? Et elle a deux fosses orbitaires qui ne sont pas symétriques. Hein? Donc, on va arranger ça. Mais sinon, elle est assez drôle. Voilà, il faut être très doux avec ces fosses orbitaires. Je vous montrerai une photo de Madeleine Renaud, par exemple, qui avait des fosses orbitaires extraordinairement féminines et lisibles, et cette partie osseuse, là, qui prenait la lumière énormément. Voilà. Donc là, la petite aspérité médiane des fosses nasales. Là, l'apophyse mastoïde, qui est un peu trop grande, je crois. Ici, l'articulation du maxillaire, la pointe serait là, et voilà. Voilà. C'est drôle, je crois que je ne suis pas symétrique encore. Et voilà. Ça, c'est peut-être un peu dur. Je n'ai jamais fait comme ça, c'est drôle. Bien. Il m'a semblé, quand je me suis reculé, oui, ça doit être ça, les deux se disent, je flotte dans le trac, que, oui, tout de même, on pourrait... elle est drôle, hein, elle a vraiment un côté vieil aristocrate espagnol. Mais on pourrait tout de même un tout petit peu calmer la situation de la clavicule et de l'acromion. D'accord? Est-ce que vous voyez assez bien le bord? C'est drôle parce que je n'avais pas du tout envie de faire court cet après-midi. Et on sent très bien que je n'arrive pas à dessiner. Je ne peux que peindre. Je ne peux pas dessiner par le contour, ça m'agace. Voilà, oui, ce n'est pas terrible, mais au moins là, vous avez les 4 éléments. Le méta, la phalange, la phalangine et la phalangette qui est trop longue. Voilà. Oui, ben voilà, ça y est, j'y suis. Voilà, mon crâne est là. Là, voilà. Ah, c'est amusant. Bon, enfin pour moi. Voilà. Donc ici, les cartilages. Il faut tout de même lui donner une cage qui aille avec son côté. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin
Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être pouvoir se tailler une main, là, en bas. Ça, ce serait amusant de mettre les doigts, pas du tout dans la position anatomique, comme ça, en raccourci. Elle a vraiment une petite cage, une drôle d'allure, mais ça marche, ça marche. Donc, je crois que j'aurais même pu lui mettre la main un peu plus haut. On peut monter, si vous êtes d'accord, l'ovoïde carpien, comme ceci, n'est-ce pas, et lui descendre les doigts. Donc, si vous voulez, les métas montent. Comment vais-je faire pour que vous puissiez voir? Les têtes arrondies, je vais les redessiner au fusain. Des métas sont ici. N'est-ce pas? Les métas sont montés du carpe et l'articulaire. N'est-ce pas? Mettons que je ne dessine que les métas dans un premier temps. N'est-ce pas? Leur tête montant du carpe, comme ça. C'est pas beau, hein? Donc, ensuite, je dessine phalange, phalangine, phalangette. D'accord? Et bien évidemment, la phalange empiète sur la tête. Phalange, très longue, phalangine et phalangette. C'est pas très drôle, ça. Alors donc ici, on va jouer phalange, phalangine, phalangette. N'est-ce pas? Et puis ici, on va aller un petit peu en dehors, comme indiqué précédemment, mais moins, parce que ça paraît arthrosique. Voilà. L'index est très laid, donc on va le ramener vers le médius. Voilà. Et on va sortir le pouce beaucoup plus franchement que ça. Voilà donc les 4 doigts. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je redonne un coup de fusain par rapport au carpe? Si vous voulez, on peut même s'amuser à mettre un pisiforme ici. Un pisiforme. L'os crochu serait en avant. Voilà, le pisiforme ici. La tête, ça c'est très important. La tête du cubitus avec sa styloïde. Voilà. Et ici, le pouce. N'est-ce pas? Donc, elle est comme ceci. Le pouce sort tout bêtement avec une phalange. La dernière. Voilà. Et un petit bout d'une autre. La première, ici. Voilà. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous suivez? La cage est toute petite, petite, petite. Puis on pourrait tout de même monter la première côte. On peut la voir un peu là. On peut la sentir quand même, ici. Voilà. Voilà. Question? Non? Vous êtes vraiment d'accord? Tarek, c'est pas possible. Delphine, ça va?
Pas de contestation? Non, ça va? Vous suivez? Bon, on peut y aller? Donc, on va choisir. Hein? Mais là, j'ai un tout petit peu envie de vous emmener dans le visage. D'abord, une chose qui a une grande présence, là, évidemment, ça va être la bouche. Je vous ai parlé d'une de mes histoires malheureuses il y a quelque temps, je m'en souviens bien, à propos d'un bec de lièvre. Savez-vous pourquoi, même aujourd'hui, comme on dit avec les progrès de la médecine et de la chirurgie, on arrive très très mal à dissimuler chez un petit bébé, chez un jeune enfant, un bec de lièvre? Eh bien parce que cette conformation s'installe dès les premiers jours du fœtus. Une bouche, c'est constitué de 5 éléments. Les lèvres sont constituées de 5 éléments. La lèvre supérieure, la bouche sort, n'est-ce pas? La muqueuse qui s'ouvre au niveau de la lèvre supérieure est constituée par une partie médiane avec un lobule et 2 parties annexes. D'accord? Et la lèvre inférieure ne fait que suivre, n'est-ce pas, avec ces 2 éléments, la lèvre supérieure. Donc, le pire qui pourrait advenir, c'est qu'aucun des éléments constituant la bouche ne soit raccordé. Un bec de lièvre, c'est au niveau embryonnaire, c'est-à-dire au niveau du feuillet moyen, musculo-osseux, etc., et évidemment au niveau du feuillet superficiel, l'ectoderme, n'est-ce pas? Eh bien, la scissure, elle n'est pas seulement au niveau de la peau, elle est dans l'os. C'est-à-dire que le palais, en arrière d'un bec de lièvre, est ouvert, fendu. N'est-ce pas? Vous voyez ce que c'est qu'une voûte palatine? Eh bien, la voûte est fendue. Donc, même si on opère en surface, il reste cette grande échancrure. Je ne sais pas si on s'en occupe, en fait. Donc, quand vous placez... Alors, de plus, la bouche, n'est-ce pas, l'interstice, la commissure, quand la bouche est fermée, n'est pas posée à l'interstice des dents. Les incisives supérieures passent sur les incisives inférieures. Bref, tout ça pour vous dire que si vous avez envie de mettre en place là-dessus une bouche, eh bien la première des choses, c'est de vous amuser à placer ce lobule médian, n'est-ce pas, ici, à descendre ensuite les commissures, à chercher, vous voyez, vous le mettez dans l'axe, comme ça, je vais mettre un petit peu de rose à lèvres. Voilà, 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 et voilà. D'accord? Voilà une bouche qui s'installe sur le massif dentaire. Au niveau, ça va? Au niveau du nez, il y a des gens qui disent il s'est cassé le nez. C'est ça? C'est assez rare qu'on se casse l'os. L'os est très 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 court, comme vous le voyez là. Mais par contre, il y a 2 cartilages, je vous referai ça en détail, mais là on s'amuse, on essaie d'aborder globalement. Il y a 2 cartilages, oh c'est trop ça, en blanc. Il y a 2 cartilages qui s'aventurent en avant comme ça, mais vraiment dans le vide, de part et d'autre. Et c'est une femme, j'étais en train de l'oublier, n'est-ce pas? 2 cartilages triangulaires. Vous avez l'os nasal
qui est comme ceci, n'est-ce pas, vue de profil, voilà, qui s'arrête là, la petite, voilà. Et ensuite, c'est très étrange, vous avez deux cartilages placés comme ceci, allant pour le second sous la pointe du nez. Alors, pourquoi sont-ils dissociés? Sans doute, justement, parce que du fait des chocs. Vous savez, un peu comme dans les crânes de bébés qui sont en je ne sais combien de morceaux avec des fontanelles intermédiaires, parce que bien évidemment, il faut éviter au maximum la fracture, n'est-ce pas? Et il faut que ce soit comme une espèce de ballon souple. Donc, vous avez des petits éléments osseux éparpillés, d'autant plus que lors de l'accouchement, vous savez très très bien qu'avec les fers, parfois, on comprime le crâne pour le faire passer dans l'orifice de l'anneau pelvien. Et une fois que le bébé est sorti, n'est-ce pas, on le lave vigoureusement à l'eau froide et surtout on le fait crier, n'est-ce pas, pour que, du point de vue respiratoire et du point de vue de ses convexités en général, il aille dans le sens de la convexité. Mais parfois, il y a un fer qui est rentré dans le pariétal et on est forcé d'opérer un peu plus tard pour récupérer la forme du pariétal. Mais malgré tout, ça marche assez bien. Et alors, sous la narine, il y a un autre cartilage aventureux, comme ça. Vous voyez, c'est une espèce de dispositif un peu comme le nez d'un masque, si vous voulez. Donc, premier élément, deuxième élément et l'élément de la narine. Bon, est-ce que je vais m'en sortir avec un fusain? On va lui faire un petit nez. Enfin, ce n'est pas dans mon genre de faire des petits nez. Alors, je ne sais pas si ce que j'appelle un petit nez va vraiment être un petit nez. Voilà. Non, ce n'est pas un petit nez du tout. Voilà. 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 Donc, premier cartilage, deuxième cartilage, je suis un petit peu lourd. Voilà. Et vous ne voyez rien. Voilà. Voilà. Donc, la narine, n'est-ce pas? Dans la narine, d'ailleurs, il y a des muscles qui l'ouvrent et qui la ferment. On en reparlera plus tard. Et même le long du nez, vous découvrirez avec moi, j'ai bien été surpris quand j'ai appris ça, qu'il y a un muscle très, très indiscret, qu'on voit très bien, que les antiques avaient très bien vu, et qui représente chez les satyres, transverse du nez. Alors, je continue comment? Bon, je vais peut-être mettre deux globes oculaires. On refera tout ça autrement. Voilà. Le globe oculaire est à nu en dehors. Il est protégé en dedans. N'est-ce pas? Si on dessinait tout de suite la pupille, ce serait peut-être dangereux. Parce qu'après. Et alors, vous avez deux paupières ayant chacune un muscle expressif, s'il vous plaît, qui ferme voilà, qui ferme comme avec des rideaux musculaires d'expressions différentes. Ça doit être épouvantablement réaliste, mon affaire. Quasiment de l'autodix. Alors. Voilà. Alors, je vais tout de même lui récupérer les fosses orbitaires. Parce que ça, j'y tiens. Ça va assez bien, d'ailleurs, avec ce côté expressionniste allemand, comme ça. Vous voyez, c'est assez fantastique. Je ne sais pas si vous sentez,
mais à quel point, quand on a touché à ces choses-là, sans avoir d'extraordinaires connaissances comme ça, on a un dessin qui... Moi, j'oublie complètement les données anatomiques quand je m'amuse. Mais je peux très bien être entraîné comme ça. Bon, est-ce que je vous mets... Oui, je vais peut-être vous mettre 2 muscles puissants de la mastication qui sont là, qu'on va étudier. Là, il est beaucoup trop épais à gauche. Ce sont les masséters. Nous les reverrons en détail. Mais là, j'avais vraiment envie d'aller vers le visage en partant de la main. Voilà, je ne vous en mets pas trop, je vous en mets un peu. Donc, je vous ai à la fois mis dans son faisceau superficiel un muscle de la mastication, la muqueuse des lèvres, les seuls muscles du visage que je vous ai donnés. Je pourrais peut-être vous mettre un peu de frontal, si vous voulez. Ça, c'est le muscle de l'étonnement. Vous voyez, quand un personnage est devant vous, pour les muscles du visage, en général, on utilise ce système d'avoir un ovale comme ça, tout simple. Vous voyez, d'indiquer. Voilà, schématiquement, les yeux, les narines et la bouche. Et on décide de traduire une expression. Donc, là, je viens de vous dire, vous avez des muscles dans l'épaisseur de la peau au niveau du front. Des muscles pauciers, pas plus épais qu'une feuille de papier. Si les fibres sont dans ce sens-là, les rides vont être transversales. On est d'accord ou pas? Ça marche? Donc, de ce visage-là, bien évidemment, on va avoir des rides qui vont faire ça, n'est-ce pas? Et les yeux qui vont être ouverts vers le haut, comme ceci. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Mais nous verrons ultérieurement que si on ouvre la bouche, l'étonnement est plus marqué encore. Vous voyez, si je suis au calme comme ça, je m'étonne. D'accord? Donc on jouera un petit peu à ça. Voilà. Question. Bon, ben on descend un peu. Dans le même esprit, les 10 derniers cours, j'ai vraiment envie de choisir, si vous voulez. Là, incontestablement, on a envie de... Enfin, je ne sais pas, moi j'ai envie de deltoïde. Deltoïde moyen. Je ne vais pas m'amuser à mettre, surtout que c'est une femme, n'est-ce pas? Deltoïde claviculaire. Même chose ici, le V deltoïdien est là. Voilà. Je ne sais pas, ça aide, non, dans la vision des épaules, hein, d'adoucir comme ça, de faire disparaître les structures osseuses sous les formes musculaires. Vous vous souvenez sans doute que, partant de l'arrière du crâne, allant vers la nuque, et chez le chat d'ailleurs, ça n'est qu'un seul et même muscle, chez le cheval a fortiori, chez le chat, il y a une toute petite clavicule intermédiaire, vous vous souvenez? Sinon, vous avez, partant du crâne, le trapèze, et voilà. Donc, on peut lui raccorder les épaules, et ça va bien avec cette attitude, n'est-ce pas, d'avoir un grand creux sombre, là. Voilà, d'avoir un grand creux sombre.
Ça marche? Peut-être j'en ai trop mis, là, non? Étant donné son regard, on ne peut pas imaginer qu'elle contracte autant le trapèze. Voilà, donc on peut délicatement raccorder ce crâne où on a choisi de poser 2 ou 3 éléments, on en posera bien d'autres, rassurez-vous, et de raccorder comme ça. Le deltoïde droit est beaucoup trop épais, ils sont beaucoup trop volumineux en général. Mais, alors, ce qui peut être assez joli, là, vous voyez d'ailleurs, ça ne correspond pas au trapèze au-dessus. Donc, on va se calmer ici. Voilà. Ce qui peut peut-être être assez joli, là, ce qui est très beau, en fait, chez une femme dans cette attitude, c'est de sentir le glissement du deltoïde au-dessus du biceps. Vous vous souvenez peut-être que biceps, corps charnu long, tendon court, triceps, corps charnu court, tendon long. Donc vous pouvez jouer avec ça. N'est-ce pas? Oh, ça c'est mou. Alors, vous souvenez-vous aussi que la courte portion descend plus bas que la longue. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça descend plus bas. Donc, sans lui donner des biceps, oh là 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 là, vous avez vu dans le métro cette espèce d'infâme poilu, là, plein de muscles. C'est drôle, cette année, j'en ai une collection de ces gens-là, mais alors là, je ne peux plus vous en montrer. Parce que je crois que de le voir comme ça de temps en temps, c'est tellement monstrueux. Il a l'air content, hein? Il a fallu qu'il en fasse des efforts pour parvenir jusque-là. Il faut qu'il continue tous les jours. Hein? Donc, c'est intéressant quand même, parce que là, vous êtes... La main est comme ceci, donc le biceps est au plus long, n'est-ce pas? Donc, il faut que je le descende au maximum. Voilà. C'est assez charmant, ça. Voilà, ça lui fait un biceps très, très long. Et là, on peut s'amuser, si vous voulez. Je crois que c'est pas mal de montrer que le tendon est là, n'est-ce pas? Glissant sous le radius et s'insérant en dessous. Ça vous va, vous voyez? Là, il passe derrière. Voilà. Vous voyez mon petit bleu là qui passe derrière? Voilà le biceps. Qu'en pensez-vous? On peut avoir, puisqu'on l'a dit, n'est-ce pas, mais très très discrètement en arrière, il n'est pas question, surtout qu'elle a du gras rétrodeltoïdien, n'est-ce pas? Mais on peut quand même avoir une indication corps charnu court, tendon long, là. N'est-ce pas, ici? Corps charnu court. Un rien, n'est-ce pas? Un rien. Mais tout de même, n'est-ce pas? Tout de même, une asymétrie assez délicieuse. Vous avez le V deltoïdien, là. N'est-ce pas? Et voilà. Hop, hop. Un rien. Alors, je ne pense pas que vous connaissiez le grand pectoral. J'en ai très très peu parlé. On va simplement s'amuser à le glisser. Quelle heure est-il? Ça va, hein? À le glisser. Vous voyez, il est là, il passe, il va sur la lèvre externe de la gouttière bicipitale, vous vous en souvenez peut-être, n'est-ce pas? La gouttière bicipitale, c'est la gouttière de ce faisceau-là, n'est-ce pas? Donc il y a des muscles qui vont à l'intérieur, on a vu ça, et des muscles qui vont à l'extérieur. Voilà. Le grand pectoral, il est là. Il passe devant le biceps en créant des sortes de marches d'escalier, n'est-ce pas? Voilà. On y reviendra, rassurez-vous. Je vais redescendre vers le sexe
et nous recommencerons après la fin des cours. Je vais redescendre vers le sexe en 10 cours, et puis nous retraiterons le bassin, etc. Donc là, vous avez le grand pectoral qui se présente comme des marches d'escalier hélicoïdales, n'est-ce pas, comme ceci, en passant, il faudra que je le montre plus, en passant devant le biceps. Donc, le biceps est ici. Attention, je ramollis. Le biceps est ici, n'est-ce pas? Et on a le grand pectoral et le deltoïde qui passent devant le grand pectoral. Et ça nous fait un embranchement, là. D'accord? À ce moment-là, on trouve que je trouve que l'appendice xiphoïde est trop parti en dehors. Je la rapproche par ici. J'ai un petit peu envie de vous descendre. Vous verrez, je vais vous l'expliquer plus tard. Les grands droits dans la continuité. Oh, c'est drôle quand même. Les grands droits dans la continuité du grand pectoral, n'est-ce pas, quand on fait ça? Ça va du sexe jusqu'au bras, comme ça. Tout ça, c'est un palmier. On va voir ça, rassurez-vous. Donc, on aura des muscles ici qui descendront, cacher tout ça. Attention, ça passe derrière le bras. Voilà, les grands droits. C'est une femme, on va s'en occuper tout à l'heure. Là, il me semble qu'il faut absolument, n'est-ce pas, lui mettre un peu de grand dorsal et un peu de grand dentelé. Un petit chouïa comme ça, c'est peut-être trop, hein. Elle y perdrait son caractère. Voilà, un petit peu de grand dentelé. Voilà. Alors, l'autre biceps peut-être. On va glisser là. Voilà, attention, il ne faut pas couper ici. Peut-être un petit peu de grand pectoral à nouveau. Et là, c'est très, très resserré. Donc, on ne va peut-être pas insister trop. Bon, par contre, avant de mettre le sein et la périombilicale, il y a tout de même une chose là que je trouverais assez jolie, c'est de descendre les muscles qu'on voit si bien sur Thierry, sans faire trop d'anatomie, hein, mais quand même hein, de les mettre. Voilà. Donc, en particulier l'humérostyloradial. Hein, de ne pas laisser cette nudité brutale là. Donc, voilà. De partir d'ici et de placer l'humérostyloradial et le premier radial qui va sur la base du deuxième méta. Voilà. Indiquer seulement la direction. À ce moment-là, c'est embêtant parce qu'on a envie. Eh oui. Hein, c'est ça? Non, c'est ça. On a envie tout de même de fléchisseur en dessous. Un chouïa, peut-être. Ah, pas trop. Voilà. Et ces muscles-là, humérostyloradial, etc., c'est très amusant quand on est appuyé comme ça. Vous voyez, ça fait une forme fessue en dehors. Vous voyez? Hop, ça vous fait fissa en latin, ça veut dire fente. Vous savez ça? Je l'ai dit ou pas? Mais vous le savez sans moi, sans doute. Fissa, fente, ça a donné fesse. Sinus a donné sein, bizarrement. N'est-ce pas? Le négatif a donné le positif. La fente, fesse, le sinus, ça. Donc, ici,
tout de même, je pense que c'est amusant de... tu t'es trompé de bord, non? Voilà. Oui, je me suis trompé. J'ai fait une contreforme. Ça n'aurait jamais dû faire ça, évidemment. Mais ça. Et peut-être que comme je me suis trompé, je vais me casser la figure. Donc, mon biceps est ici. Et oui, à contreforme. Voilà. Voilà. Donc, cette forme longue, là, n'est-ce pas? C'était amusant, hein? Il ne faut pas que je cache trop, c'était amusant de voir le tendon du biceps, devient une paire de fesses ici. Je pourrais continuer pendant des heures, hein? Je ne sais pas si je vous ai expliqué comment sont faits les seins. Oui ou non? Non. Ils sont dans un double feuillet. Je vais vous l'expliquer, ça fait partie de la suite des événements. Ils sont dans un double feuillet de l'aponévrose. Et cette aponévrose est pendue à la clavicule. C'est pour ça que les femmes qui ont une très grosse poitrine, très inconsciemment, quand elles se font photographier nues, elles lèvent tout de suite les bras. Parce que la clavicule lève la poitrine. Et alors, il y a des gens qui dessinent l'imagination qui sont assez drôles, et même parfois d'après le modèle, j'ai vu ça. Eh ben, la femme qui pose un bras tombant, un bras relevé, ils mettent les seins à la même hauteur. C'est absolument impossible. Le sein grimpe avec la clavicule, même s'il est très bas. Et le sein n'est pas sur le grand pectoral. Hein. Il y a des profs de gym qui disent « développez-vous les grands pectoraux, comme ça vos seins resteront en place ». Je vous ai déjà fait le coup de la Vénus de Cnide, n'est-ce pas? Cette merveilleuse sculpture qui est au Louvre, qui prouve par A plus B que l'unité de la forme, n'est-ce pas? Je ne sais pas, là, elle est beaucoup plus discrète que ça. Voilà. Je suis un peu fatigué, puis le trac me tue. Voilà. N'est-ce pas? Je vous ai déjà dit que, et tout le monde le sait, que la grande beauté de cette sculpture, c'est l'unité du plan ici, n'est-ce pas? Et rien ne serait plus monstrueux que d'aller lui mettre des grands pectoraux, une clavicule, etc., n'est-ce pas? C'est-à-dire, je vais tout de même le faire. Alors ici, mettons, le sein est comme ça. Imaginez qu'on se mette à dessiner le trapèze, la clavicule, le grand pectoral et la localisation graisseuse du sein. Ça vous donne un contour. Ça. Alors là, pour le coup, assez réaliste. On y est? Alors, c'est ce qu'on voit chez certaines femmes qui font beaucoup de gymnastique. C'est un peu particulier du point de vue des sentiments. Alors, donc ici, essayons de mettre gentiment, une périombilicale, car il y a une sorte de sein autour de l'ombilic. Petite périombilicale, comme ça, et puis un sein qui s'accroche en partie. Le sein, n'est-ce pas, il y a cette ligne qui appartient au grand pectoral, et puis après, cette poche dans laquelle il y a la glande mammaire, etc. Voilà. J'espère ne pas être trop réaliste. Voilà. Peut-être que là, on pourra lui en mettre un tout petit peu, comprimé. Ça va? Comprimé entre le bras et la cage thoracique. Je pense qu'on peut se passer de ça. Voilà. Voilà, à force d'appuyer, ça va finir par être bien laid. C'est terrible. La craie blanche, c'est l'infamie. Donc je sais pas, si j'ai intérêt à mettre un coup de fusain. Voilà, peut-être c'est mieux. Peut-être un peu de muscle en dessous. Là. Non, un petit peu de cage thoracique ici. J'ai mis du grand dentelé de ce côté-là, il faut que j'en mette.
Voilà, donc voilà les grands droits qui apparaissent. Un peu de grand dentelé. On mettra le grand oblique plus tard. Tout ça très délicatement, si possible. Et voilà. Donc, un peu de fusain pour l'intérieur du bras. Là, ça passe devant. Ça, c'est malheureux, je suis allé trop en avant. Ici, c'est peut-être trop épais, non? On retaille. Voilà, hop. Ensuite, la main, je crois que ça peut aller. Là, on ne s'y retrouve pas bien. Donc, voilà, avec forme fessue dont j'ai parlé. Je n'ai pas mis de muscle de l'avant-bras, c'est un tort, mais c'est amusant de garder l'os. Peut-être que je pourrais m'amuser à mettre les fléchisseurs un peu, là. Voilà, etc. Je vais aller voir si c'est aberrant ou pas. Puis on pourra peut-être s'arrêter là. C'est pas très joli, là, le bras, hein? J'ai dû avoir un humérus trop large dès le départ. Voilà. Bien. Voilà. Question? Non? Bon. Bah, diapo. Oui, c'est allumé. Il fallait que je parle plus fort. Alors, ça, je vous l'ai montré ou pas? C'est extraordinaire. C'est un dessin de Rembrandt représentant un squelette à cheval sur un squelette de cheval. Et alors, on voit l'espèce d'extraordinaire picturalité de son dessin, quoi. Vous avez des gens qui dessinent par le contour. Bon, bah, on a été éduqués comme ça et on met parfois des dizaines d'années à s'en sortir. Lui, c'est impressionnant. Il traduit les choses les plus... Comment dirais-je? Vous voyez, par exemple, les apophyses épineuses, là, elles sont foncièrement exactes dans leur direction. Bien plus que s'il avait tiré la langue en les dessinant les unes après les autres. Il y a un détail qui est absolu. La beauté du crâne est extraordinaire aussi. Il est hyper simplifié. Diapo suivante. Il y a un détail absolument merveilleux, c'est la forme de l'humérus. On le sent. On le voit avec sa tubérosité antérieure, sa tubérosité latérale, V deltoïdien, la crête sus-épicondylienne. On voit vaguement le radius. Là, vous me direz, il s'est un peu laissé aller. Mais bon, il avait un bambou dans la main. Mais regardez, par exemple, le rachis, les apophyses épineuses au niveau du garrot, c'est dingue. Avec quelle liberté il a traduit ça. Le pied, l'arche externe du pied, la malléole. Donc, je crois qu'en fin d'année, comme ça, c'est pas mal de voir ça. Ça peut peut-être donner une vision plus large des choses. Diapo suivante. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré, mea culpa. On peut peut-être mettre au point un petit peu, Monsieur Yacoub. Voilà, c'est pris dans un livre, hein, je ne suis pas allé chercher très loin. Merci beaucoup. Alors, c'est un tableau de jeunesse, je crois que c'est 36, donc il a 30 ans, c'est facile. Hein. Lui, il est né en 1606. Donc, le professeur Tulp, c'est un tableau que vous pouvez voir à La Haye, dans ce merveilleux musée qui s'appelle le Maurice, la maison de Maurice, Maurits Huys. Là où il y a la perle de Vermeer, vous savez, la jeune fille à la perle, et la vue d'Elft. Merci beaucoup, avec le petit pan de mur jaune qui est peut-être un petit pan de toit d'ailleurs. Mais enfin bon. Alors, là, notre Rembrandt, il est extrêmement sérieux, n'est-ce pas?
et il vous montre les fléchisseurs profonds par rapport aux fléchisseurs superficiels. Diapo suivante. Vous voyez, il a tout représenté, sans doute parce que M. Tulpe le souhaitait. Parce que vraiment, il fait une planche anatomique et même il vous dessine les fourches. Là. Et on peut penser qu'il est avec sa main gauche en train de montrer la flexion des extrémités des doigts par rapport aux avant-dernières phalanges. On sent bien la mort, là, avec le retrait des yeux, etc., le poids du cadavre sur la table, etc. On voit que ce n'est pas très vivant. Diapo précédente, et par contraste, c'est très amusant, la façon dont il s'est amusé à disposer les têtes. Et pourtant, il est jeune. Hein. Diapo suivante. Alors ça, j'aurais dû le montrer plus tard, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est l'extraordinaire morceau qui reste de l'autre leçon d'anatomie qui malheureusement a brûlé, n'est-ce pas? Il ne nous reste plus que l'assistant qui tient la calotte crânienne pendant que le professeur, le prosecteur, montre le cerveau. N'est-ce pas? La cage a été ouverte. Les pieds sont vraiment les pieds réalistes du Rembrandt d'après les années 50. Hein. Les mains, vous voyez, il ne fait pas non plus beaucoup d'effets de grâce et d'élégance. Et il y a une élégance profonde absolument incroyable. Quoi. Et la délicatesse de cette main par rapport à cette patoune, encore que le feu a peut-être abîmé la toile au point que ça a été restauré en certains endroits. Hein. Il faut faire très très attention, tout n'est pas forcément original. Alors, revenons à la diapo précédente. Voilà. Même précédente encore. Voilà. Pour bien comprendre comment le Rembrandt de 30 ans se situe par rapport à son époque. Alors, on va sauter la diapo suivante assez vite et la diapo suivante assez vite. Voilà, on passe, et vite la prochaine. Voilà ce qu'aimaient les clients de Rembrandt. Ça, c'est de Berkeil. Bon, ça plaisait aux Hollandais, chirurgiens de l'époque, parce que le moindre détail de leur visage y était, mais aussi le moindre détail de ce pauvre squelette, n'est-ce pas, extrait d'un cadavre avec des omoplates pendantes. Il n'y a rien de pire qu'un squelette pendu. C'est un squelette horizontalisé par la table de dissection et ensuite verticalisé. Il n'y a rien de plus éloigné du vivant. La cage thoracique, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est devenu, c'est absolument monstrueux. Et là, quand on voit ça, hein, on comprend l'idiotie de la main qui est là, enfin, c'est pas croyable. On comprend ce que Rembrandt avait de si particulier. Bien, et on comprend aussi, on saisit mieux à quel point il a eu un succès incroyable de son vivant. Enfin, une des choses qui me choque le plus, moralement, c'est de savoir que l'autoportrait de 1664 ou 5 qui est au Louvre, avec le torchon sur la tête, qui est l'autoportrait d'un quasi-clochard, n'est-ce pas? Eh bien, 20 ans plus tard, il sera dans les collections de Louis XIV. C'est complètement fou, n'est-ce pas? Cet homme abandonnait tout parce qu'il était... C'est idiot de dire ça, on l'entend tout le temps, mais là, c'est tellement fou de voir ce tableau stupide, n'est-ce pas? Et exact, et de savoir que ça continue, quoi. De tous les temps, on a préféré ça, et on a laissé... Bon, diapo suivante. Voilà, il y a des choses comme ça chez lui qui sont absolument bouleversantes. C'est la mort de la Vierge. Je n'en ai pris qu'un détail. Hein. Mais c'est un festival de mains incroyable. Elle est morte. Hein. Donc, elle a les mains toutes dures, en rectitude cadavérique. On lui prend le pouls, un médecin délicat avec un ovoïde carpien, des métacarpiens, un intéresseux dorsal, tout ce qu'il faut pour faire chic, n'est-ce pas, est en train de lui prendre le pouls, mais il est un peu tard quand même. Hein. D'accord?
Et regardez ce brave apôtre-là qui remet l'oreiller en place avec quelle patoune. Hein. Vous n'oseriez jamais faire ça. Ben lui, il ose. Alors, il ose parce qu'il aime plus que tout une espèce de vie de contraste, etc. Regardez, là, il y a une paire de mains qui prie aussi. Des yeux dans des orbites. On sent très bien qu'il dessine de l'intérieur. Lui, il n'y a pas de problème, il sait ce qu'il y a dedans. Le crâne de la Vierge est impressionnant. On voit les fosses orbitaires dont je viens de vous parler, l'os jugal, le maxillaire sans angle. Enfin, c'est incroyable. Il n'y a aucune prétention anatomique et une présence insensée. Diapo. Alors, l'autre jour, j'étais incomplet. Je vous ai donc montré le dessin de Rembrandt, diapo suivante, d'après le Balthazar Castiglione de Raphaël. Mais vous avais-je montré, je ne crois pas, diapo suivante, ce que Rembrandt en a sorti. Voilà, je ne l'ai pas montré. C'est tout de même très émouvant et je crois que ce n'est pas très au point. Ce que Rembrandt en a sorti à l'eau forte, tenant dans sa main la pointe, qu'il a supprimée bien évidemment. Hein. Ça l'a vraiment fasciné ce tableau. Et si vous regardez par exemple au musée, ça coûte cher l'entrée, Jacques Marandré, c'est un musée où il y a de très très belles choses, mais je trouve ça un peu scandaleux comme prix d'entrée. Bon, enfin bref. Donc, mais il y a deux très grands beaux Chardin, enfin une fois de temps en temps, mais il y a deux Rembrandt sublimes, n'est-ce pas? Eh bien, si le portrait de la jeune fille avec la bourse bleue, etc. Quand vous regardez les Rembrandt, vous sentez à quel point cette attitude-là est présente, si vous tournez les pages d'un livre sur lui, est présente dans sa peinture. Le nombre de portraits qu'il a fait avec ce jeu d'épaules, etc., eh bien, si vous voulez, toute proportion gardée. Ce que je me suis amusé, ce que je vais m'amuser à faire maintenant avec vous pour finir, sont quelques attitudes comme ça, relativement naturelles, n'est-ce pas, que je prendrai ici ou là. Et vous voyez, si on va reculer de 2 diapos, si on regarde la succession, c'est très très amusant. On voit bien, j'aurais dû mettre celle-là après le Raphaël, on voit bien que, et pourtant, il n'y a pas tellement de points communs. Diapo suivante, diapo suivante. Et pourtant, l'esprit est là. Voilà, diapo suivante. L'esprit de l'attitude. Alors ça, je vous la remontre parce que pour moi, bon, c'est la grande leçon, n'est-ce pas? Il ne pensait vraiment pas que j'allais en faire un tel usage, n'est-ce pas? Mais j'espère qu'il est content, n'est-ce pas? Le radius est là, le cubitus est là, l'adducteur est là, le pouce est merveilleusement placé, le petit doigt, tout est émouvant, la position de chaque doigt, le pisiforme, le tubercule du scaphoïde, il a creusé à l'endroit du petit palmaire. C'est une invention incroyable. Et comme je vous l'ai déjà dit, le visage est assez phallo, n'est-ce pas? Il n'y a pas absolument extraordinaire. Elle tire tout à elle dans l'expression du dessin. Ça, c'est très très beau aussi, cette espèce de grande verticale lourde. Là. Diapo suivante. Alors ça aussi, je vous l'ai déjà montré, je ne recommencerai pas. Vous voyez par exemple une chose qui est amusante, on peut être un tout petit peu gêné par la fissa, là, par la fente qui est là. On aurait préféré que le plan lumineux restât homogène, vous voyez, c'est drôle. Mais on l'oublie vite parce qu'il y a une telle qualité dans les doigts. Le pisiforme est là, le pisiforme, le tubercule du scaphoïde, etc. Diapo. Mais ça, c'est la première des prédications, celle qu'on appelle la petite tombe. Et ça, je veux vous la remontrer aussi avec le contraste entre les deux mains. Celle-là, très travaillée, un peu comme la main de l'apôtre qui levait l'oreiller, là, tout à l'heure. Très burinée, ou, à la pointe, ou peut-être à la pointe sèche seulement, je ne sais pas. Diapo suivante. Bon, et puis ça, complètement fou, quoi. Voilà, j'espère que ça s'imprime un peu dans votre cortex. Regardez, comme c'est beau, là, la graisse sous le pouce. Voilà.
comme c'est merveilleusement placé. Puis la tendresse de ça. Quand on pense... Allez, il faut que je continue. Quand on pense à des gens pleins de théories comme ça, vous découvrirez peut-être une des ignominies de l'histoire de la peinture. C'est un type qui s'appelle Raphaël Mengs. Ça ne vous dit rien et c'est très bien. Il a emmerdé la fin du XVIIIe de gens aussi intéressants que Tiepolo, etc. Et Goya et compagnie ont dû démarrer sur cette espèce d'académisme épouvantable, sinistre, etc. Et bien lui, il a eu à se battre contre le goût des gens pour les détails, quoi. Moi, j'ai eu une grand-mère qui adorait la tombe de la reine Marie-Émilie à Dreux parce que la voilette de cette ignoble sculpture, elle me disait, on croirait voir la voilette. Et j'ai eu beaucoup de mal, avec tout le respect que j'avais pour elle. Elle était retraitée de l'enseignement public, décorée des palmes académiques en tant qu'officier. Comme elle avait une poitrine qui datait des années 1880, on voyait énormément sa rosette. Elle était très, très impressionnante. Imaginez moi en femelle. Vous voyez. Et donc, elle avait un goût qui était effroyable et je n'arrivais pas à lui faire comprendre que la voilette de la reine Marie-Amélie, c'est nul. Diapo suivante. Mais peut-être que ça m'a fait un goût. Alors voilà, ça c'est un petit chef-d'œuvre extraordinaire. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. Allons voir. Hein. Ah, vous ne savez pas ce que c'est? C'est Toby qui s'en va. Qu'est-ce que je raconte? C'est l'ange qui s'en va, et Toby le père s'agenouille, et Toby le fils est tout content. Il y a un chien qui a un très joli trou du cul ici, et il y a Madame Toby là, etc. Puis ça, c'est peut-être la jeune femme du jeune Toby, et puis là, il y a l'âne, etc. Diapo suivante. Tout est beau. Alors, regardez les mains en raccourci. Puis vous sentez bien que le talon de la main, il sait ce que c'est. C'est pas, les deux, ils sont là, l'hypothénar. Bon, j'arrête. Mais regardez ça, c'est une merveille, cette main-là. Diapo. Et ça aussi, diapo précédente. Ah, j'en ai pas mis d'autres, j'ai eu tort. Je croyais en avoir mis une série. Bon, regardez l'avant-bras, là. Il n'y a presque rien. La crête cubitale, les sus épicondyliens, on sent le radius et le cubitus et le dos du poignet. Ah, c'est bête. Bon, je recommencerai. Là, c'est un peu ce que j'ai traité ce soir avant d'y mettre la tête. Hein. Reculons d'une diapo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tellement le trac de traiter ce que je vous ai traité ce soir que j'ai en fait pas si bien préparé mes diapos que ça. Vous voyez? Et regardez, je crois tout de même que dans cette gravure, dans cette eau-forte, cette main, avec sa fragilité du côté petit doigt, a une grande présence. Regardez tout le grand noir qu'il y a autour. C'est simplement arrêté par le chien en bas. Et une autre chose. Vous voyez par rapport au dessin de ce soir, est-ce que j'ai été assez bon prof? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est ça que j'aimerais vous faire sentir en fin d'année. La justesse de certaines attitudes et la tendresse, n'est-ce pas? Raphaël Mengs, David, on pourrait dire, ils n'ont absolument aucune tendresse, aucune. À croire qu'ils n'ont jamais tenu une cage thoracique dans leurs doigts. Diapo. Voilà Rembrandt. C'est très rare les dessins de main à part comme ça. Voilà Rembrandt à l'œuvre. Regardez le poignet là, par exemple. C'est rien du tout. Et la façon dont il accroche l'autre main, c'est une ébauche, n'est-ce pas? Mais on sent le geste, n'est-ce pas? Et là, on sent la volonté expressive du type qui explique. Et là, on l'écoute, alors, en tenant une main agrippée par l'autre. Et les pieds aussi. Diapo. Oh zut, voilà, j'ai fait de la pagaille. Diapo. Voilà ce que je voulais vous montrer. Oui, c'est bien la femme du jeune Toby, Sarah.
Elle a même une mentonnière. Regardez cette main. Voilà le coude en bas. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu traiter ce soir. Mais là, moi, j'ai mis le visage par rapport au chien. Enfin, je ne sais pas si on se laisse aller, c'est vraiment merveilleux, quoi. Et là, regardez ça, c'est étonnant quand même, n'est-ce pas? Maintenant que vous savez, regardez le pisiforme par rapport aux muscles de l'hypothénar, par rapport au petit doigt, la tête du cubitus. Vous voyez, je ne mens pas, il sait, il sent, il dessine de l'intérieur, il ne fait pas poser un modèle. Mais par contre, il passe sa vie à regarder. Ça devait être un voyeur infernal. Vous allez voir d'ailleurs. Un de ces nus, c'est irrésistible. Diapo. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà. Et là, c'est quand même extraordinaire, non? Diapo. Voilà, alors voilà un comédien, dit-on, bon, en aplomb, vous voyez, un aplomb très franc, une pince malléolaire, etc. Et il accroche la main, n'est-ce pas? La main ne fait pas du décorum, elle s'accroche à la ceinture. Diapo suivante. Voilà, un dessin de jeunesse, dit-on un comédien là aussi. Regardez comme le pouce est sorti des autres doigts, n'est-ce pas? Diapo suivante. Regardez, c'est étonnant, n'est-ce pas? C'est informe et merveilleusement expressif, n'est-ce pas? La pyramide des muscles, les doigts un peu. Et celle-là, regardez, hein, c'est mon cours merveilleusement repris, quoi. Hein, le pisiforme, le tubercule du scaphoïde. Bon, il n'y a pas l'adducteur, il fait passer cette ligne devant, mais peu importe. Le plan du pouce est magnifique. J'espère que j'ai été capable de vous dire et de vous redire que les doigts, ça s'oriente par rapport au sentiment que l'on a, n'est-ce pas? Diapo. Et ça, c'est un très, très, très bel exemple, quoi. Voilà, regardez la grand-mère qui a perdu ses dents, son maxillaire est parti en avant, elle n'a plus d'angle, etc. Et elle tend ses mains vers le petit bébé. Elle a même les genoux qui ont vieilli aussi, regardez. Diapo. Alors ça, c'est magnifique. Je sais pas si... Mettons au point, s'il vous plaît. C'est une faiseuse de cookies, de galettes, si vous voulez. Et le petit garçon cherche dans le fond de sa poche. Voilà, de la monnaie. Regardez comme la dame tient sa poêle, la spatule, les fosses orbitaires de celui-là. Et bon, c'est peut-être un défaut, si vous voulez, mais moi, ça me plaît. Le côté crâne qu'on voit souvent dans les têtes de Rembrandt, hein, comme chez Daumier, à tel point que cet enfant a l'air un peu d'un vieillard. Diapo suivante. Alors ça, c'est très, très drôle. Il dessine souvent des gens qui lisent la Bible. Hein. Et regardez, ça doit être Saint Jérôme, je crois qu'il a... Je ne suis pas très fort. Hein. Il a son habillement qui est pendu. Et regardez comment il place... Alors, il y a une main qui tient la doublure du manteau. Et regardez l'autre, là, avec le trapèze des métacarpiens et un bout de petit doigt. Continuons. Vous la voyez bien, là. Hein? Tête des méta, petit doigt, trapèze. Et attention, le plan d'ombre prend le trapèze et laisse les muscles de l'hypothénar. Les doigts là-haut, c'est merveilleux. Hein? Le décroché du petit, le suivi de l'annulaire par rapport au médius, l'index, c'est merveilleux et c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Hein? Mais simplement, lui, c'est merveilleux. Diapo. Regardez, vous voyez, pan et un bout de petit doigt. Hein? Ça frise l'artifice, non? Regardez, pan et un bout de petit doigt. Diapo. C'est presque un truc. Alors ça, par contre, c'est extraordinaire. Tout y est. Diapo. Je suis pas en train. Regardez ça.
le rapport tête-main, n'est-ce pas, que j'ai un tout petit peu essayé d'aborder à ma façon. L'inscription de l'œil dans l'orbite, le nez. Je ne me sens pas si mal d'ailleurs quand je vois ça. Diapo. Alors ça c'est extraordinaire. J'ai mis ça dans le désordre, je ne sais pas ce qui me prend. Diapo suivante. J'étais vraiment troublé ce soir. Diapo suivante. Ah. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. Mettons au point si on peut. Ça, c'est un tableau que je n'ai jamais vu, qui m'a fait fantasmer pendant toute ma puberté. C'est la Saskia qui a eu du décapant, vous savez, là. Il y a un fou qui l'a attaqué au décapant à Leningrad. Je ne sais pas du tout dans quel état elle est aujourd'hui. Ça, c'est d'un vieux livre. Eh ben voilà. Voilà Saskia avec tout son gras, toute la tendresse du sein, la main levée, voyant la pluie. Vous savez, Jupiter la baise en lui envoyant une pluie d'or. C'est très chic. Et donc, elle reçoit sa pluie d'or en charmante hollandaise, comme ça, etc. Bon, je pourrais vous montrer des dizaines de dessins, j'en ai un ou deux, de Saskia en gloire, n'est-ce pas? Eh bien, alors, on va reculer de 6 ou 7 diapos, je ne sais pas, et malheureusement, 5 ou 6 ans plus tard, ben voilà, diapo suivante. 5 ou 6 ans plus tard, elle tombe malade, comme si souvent les femmes à cette époque-là, à la suite d'un accouchement difficile, n'est-ce pas? La voilà malade, n'est-ce pas? Avec son coude, son méplat, des métacarpes. Vous voyez comme la main est discrète, là. Elle n'est pas truquée, hein, comme tout à l'heure. Mais vous voyez comme c'est simple. Hein. Et comme il appuie le nez, hein, il ne fait pas du joli. Bon, et puis, vous connaissez peut-être ce dessin suivant, diapo suivante. J'ai complètement raté mon truc. Voilà Saskia mourante, n'est-ce pas, avec, toute jeune, hein, 30 ans passés, avec cette main complètement inoubliable, main d'extenseur, etc. Et Rembrandt qui n'est pas très content et qui a gratté pour faire disparaître trop de réalisme dans les plis et laisser la main pourtant brisée par ce trait par rapport au visage. Et regardez, il a effacé là, c'est bouleversant, hein. Il a effacé là et là, gratté le papier, et puis après il a torché des énormes coups de lavis d'encre, hein. Et voilà. Diapo. Personne n'a jamais dessiné comme ça, n'est-ce pas? Diapo. Oui, bon, ça on va passer, ça fait trop pour ce soir. Diapo, c'est beau, hein? Diapo. Diapo. Voilà, bonsoir.